Bienvenue dans le 5e rendez-vous de l'émission L'enfant a des droits. Une émission de Radio Tiroir, la radio du théâtre du Tiroir. Cette série d'émissions est conçue en hommage au docteur Korczak, qui s'illustra par son combat pour faire admettre à toutes les nations du monde que les enfants ont des droits. Janusz Korczak est né en 1878 et est mort tragiquement en 1942 dans le camp d'extermination de Treblinka. Il est connu avant tout pour la grandeur de ses engagements, le caractère universel de son œuvre entièrement dédiée aux enfants, et aussi par sa résistance morale au nazisme et son ultime combat dans l'enfer du ghetto de Varsovie. Oui, tout le monde le reconnaît, il est le précurseur et l'inspirateur de la Convention relative aux droits de l'enfant. Sans conteste, Janusz Korczak figure au panthéon de l'humanité, parmi ceux qui fraient la voie au progrès et éclairent nos idéaux dans la marche des générations pour un monde meilleur. Oh, son œuvre est considérable. Il aura écrit des romans pour enfants, pour les adultes, des poèmes, des contes, des pièces de théâtre, des essais pédagogiques comme le plus célèbre « Comment aimer un enfant », nombreux articles de presse, plus de 1400 textes, et aussi des feuilletons radiophoniques. Oui, Janusz Korczak était régulièrement invité à la radio polonaise pour parler de ce qui lui tenait à cœur. Il le faisait toujours avec humour, passion, humilité, avec un sens inné de l'observation. Dans ces feuilletons radiophoniques que nous avons décidé de faire entendre en les réenregistrant, puisque la voix de Janusz Korczak a disparu, les nazis ayant bombardé la radio polonaise lors de la première invasion en septembre 1939. Dans ces feuilletons radiophoniques, le bon vieux docteur Korczak, c'est ainsi qu'il aimait se faire appeler à la radio, développe son idée de l'autonomisation de l'enfant. Comment il espère gérer les conflits et la violence qui règnent entre les enfants. Il insiste sur les rapports adultes et enfants. Il développe son idée du recours à la cogestion démocratique par les enfants eux-mêmes et le droit de chaque enfant à forger son identité de façon personnelle et indépendante. Voilà, avant d'entendre la 5e émission L'aide hivernale, parlons un petit peu de ce que Janusz Korczak a réalisé dans son orphelinat, la Maison des Orphelins, où il mit en pratique ses idées pédagogiques. Ces dispositifs pédagogiques, Janusz Korczak les mit progressivement en place dans cette maison du 92 rue de la Krochmalna, la Maison des Orphelins. Ses débuts ont été difficiles, il ne manque pas de le souligner. Il écrit dans son ouvrage majeur « Comment aimer un enfant ?» Il écrit « J'espérais qu'avec les nouvelles conditions de vie et une surveillance intelligente, les enfants accepteraient tout de suite les nouvelles règles de vie commune. Mais avant même que j'aie pu me rendre compte de la situation, les enfants m'ont déclaré la guerre. J'étais là, impuissant, face à une bande de voyous redoutables. La contrainte n'engendrait que l'hostilité. C'est bien plus tard que j'ai compris les sentiments qui pouvaient les animer alors. Oui, la bohème de leur ancienne vie, malgré toute sa misère matérielle, leur laissait une liberté d'initiative. La discipline, c'était l'autorité de quelques-uns d'entre eux qui la rétablissaient pour de courtes durées de temps. Alors qu'ici, dans la Maison des Orphelins, c'est une autorité impersonnelle qui voulait la leur imposer durablement. Ainsi, Korczak souligne que cette expérience est douloureuse, mais cela va lui permettre de forger des idées claires et solides. La Maison des Orphelins, qu'il aurait aimé appeler la Maison des Enfants, est
non pas tant un laboratoire pédagogique expérimental qu'un lieu de vie, où se retrouvent des adultes, des enfants, aux personnalités et aux aspirations diverses. Là, on doit relever chaque jour le difficile défi de vivre ensemble dans le respect de chacun. Pour permettre aux enfants et aux adultes d'imaginer ce que pouvait être la vie dans la maison des enfants du docteur Korczak, je ne peux que vous conseiller le journal de Blumka, un album réalisé par Ivona Chmielewska et traduit en français par Lydia Valeryczak. On y découvre Tikmous, cet enfant qui a travaillé en cuisine durant tout le printemps, Chimek, qui a épluché des oignons pour en faire du sirop, Abramek, qui fabrique les plus beaux tiroirs, et Aaron, qui coud mieux que quiconque à la maison de l'orphelin. Tous ces enfants nous apprennent que l'existence des tâches ménagères et des ateliers, des différents travaux manuels, participe au bon fonctionnement de l'établissement. Ces systèmes de tâches quotidiennes dans divers domaines, que ce soit en cuisine, en buanderie, à l'entretien, devaient apprendre les notions d'autonomie et de responsabilité. Le travail, comme dispositif éducatif, amenait, selon Korczak, l'enfant à prendre une part active dans la vie en communauté pour y trouver sa place. Un ancien pupille de la maison des orphelins, Jack Doduke, nous rappelle que Korczak lui-même aimait beaucoup participer aux travaux ménagers. Il donnait l'exemple aux enfants, et cela lui permettait d'apprendre un peu plus sur eux. Oui, il était un fin observateur. Il voyait dans un maillot déchiré, une assiette à peine touchée, des indicateurs non négligeables sur le caractère de l'enfant et son bien-être dans la maison. Il écrit dans son journal du ghetto: « Le fait de débarrasser moi-même la table me permet de voir toutes les assiettes fêlées, les cuillères, les bols égratignés. Parfois, je jette un coup d'œil sur la façon dont sont distribués les suppléments pour voir qui est assis à côté de qui. Et tout ceci me donne à penser, parce que je ne fais rien sans réfléchir et que ce travail de garçon de café est pour moi à la fois utile, agréable et intéressant. Oui, je lutte pour qu'on ne fasse plus chez nous de différence entre les travaux délicats et grossiers, intelligents ou stupides, propres et sales, entre travaux pour jeunes filles de bonne famille et ceux qui sont juste bons pour le peuple. Il ne doit pas y avoir à la maison de l'orphelin d'occupation exclusivement physique ou exclusivement intellectuelle. » Korczak a institué la rémunération des tâches ménagères, qui, selon lui, doit faire accéder l'enfant très tôt à la valeur de l'argent et lui apprendre à le gérer. C'est également un geste de reconnaissance envers les enfants, un moyen de les sortir de leur dépendance matérielle. Dans son ouvrage intitulé « Le droit de l'enfant au respect », il écrit « Un mendiant gère son aumône à sa guise. L'enfant, lui, ne possède rien et doit rendre compte de chaque objet qu'il reçoit. Il n'a pas le droit de le déchirer, de le casser, de le salir, de le donner, de le refuser, même s'il ne lui plaît pas. Pour obtenir quelque chose, l'enfant doit le mériter par son bon comportement. Il faut qu'il multiplie les demandes polies et surtout qu'il n'exige rien. Rien ne lui revient de droit. Tout dépend de notre bon vouloir. Le rapport de l'adulte à l'enfant est corrompu. Il est corrompu à cause du dénuement de ce dernier et de sa dépendance matérielle. Le travail est certes comme moyen éducatif, mais le jeu aussi. Jacques Doduc, cet ancien pupille, dans son témoignage, nous informe qu'à l'époque où il habitait à la maison des orphelins, 3 heures par jour au moins, en semaine, étaient consacrées au jeu. Nous reviendrons dans les prochaines émissions sur les réalisations concrètes que Janusz Korczak mit en place dans sa maison des orphelins. Mais pour l'heure, découvrons son feuilleton radiophonique « L'aide hivernale ». Si seulement on pouvait savoir pourquoi. Pourquoi y a-t-il des choses que l'on oublie rapidement et sans peine? Voilà qu'un nouveau souffle de vie s'envole déjà. D'autres choses, en revanche, te collent à la peau et te taraudent. Elles te modèlent constamment et façonnent pour longtemps ta conception de l'être humain et du monde. C'était, et ce n'est plus. C'était, ça reste à tout jamais. En vain tu te dis,
Mais ça s'est passé il y a si longtemps. Et puis non, ça reste. Cela concerne tout. Un événement, une aventure, une rencontre, une séparation, une nouvelle, une discussion, un visage, un regard, parfois même un unique regard. Tiens, tu t'en souviens. Un livre parmi tant d'autres, le couplet d'une chanson, la tienne, un conseil, un service, une punition, une récompense, une injustice, une défaite, un sourire, une poignée de main. Parfois, une chose qui a échappé à ton attention ou que tu as tout simplement ignorée devient bien plus tard, après plusieurs années seulement, enfin compréhensible, évidente, flagrante. Son souvenir t'apaise, t'enhardit, te glace, ou t'exaspère, te dégoûte, ou t'endurcit, te réconforte, te pose des interdits, ou te régit. Oui, ce qui est important, c'est le quoi. Qu'est-ce que c'était? Le qui. Qui était-ce? Le comment. Comment ça s'est passé? À quelle période de ta vie ça s'est produit et dans quelles conditions? Des choses importantes, tu les as oubliées. Futiles, tu les as gardées en mémoire. Pour les unes, cela s'est répété, pour les autres, il a suffi d'une fois. Eh oui, la répétition est la mère du savoir, repetito et mater studiorum. Il arrive que la répétition ne soit pas la mère du savoir, mais sa marâtre. L'éducateur s'égare parce qu'il ne le sait pas. L'école apprend à retenir, pas à oublier. Nous ignorons comment sera l'histoire de notre vie, celle qui nous accompagnera jusqu'au bout. Sera-t-elle belle, sombre, difficile, joyeuse ou triste? Sa trame s'élabore et se noue d'elle-même, sans que l'on sache pourquoi. Ah oui, je m'en souviens bien, même si cela s'est passé il y a très très longtemps. Je n'étais pas plus intelligent ni plus bête que les confrères de mon âge, pas plus sûr de moi, de mon bon droit que les médecins plus jeunes, quand j'ai dit à la mère d'un enfant malade, dans le dispensaire d'un hôpital, « Madame, vous racontez des histoires ». Une de ces remarques m'avait agacé, son objection ou son incompréhension. Il était sans doute question de sevrage ou d'allaitement de l'enfant trop fréquent, trop long, pas aux bonnes heures, pas de la bonne manière. Une de ces erreurs ou négligences m'avait fait perdre patience. Toujours est-il que j'ai dit sèchement à la maman de mon petit patient « Madame, vous êtes stupide, vous racontez des bêtises. » Bon, rien de bien grave. Bon, dans un dispensaire, à une femme en fichu, sans chapeau, dans la hâte, moi, un médecin. Elle ne s'est pas fâchée, elle n'a pas protesté, elle a tourné les yeux vers son enfant, vers moi, puis de nouveau vers l'enfant malade qui était allongé, immobile sur ses genoux, oui, ça je m'en souviens, et elle a dit, non, elle ne s'adressait pas à moi, mais elle se parlait à elle-même. « Je suis stupide, c'est sûr. C'est dur d'être intelligente quand on est pauvre. » Il devait y avoir quelque chose dans son regard, dans son soupir, peut-être dans le ton de sa voix, dans l'expression de son visage, celle de ses lèvres ou de son front, dans la couleur de son fichu dont elle avait enveloppé l'enfant. Quoi qu'il en soit, je me sentais gagné par un sentiment de honte. C'était comme si je regrettais mes paroles. Dans ma hâte, je l'avais même oublié. De cette même chaise blanche de médecin du dispensaire, moi, dans ma blouse blanche, assis à cette même table, peu de temps après, je m'indignais à nouveau contre une autre mère parce que son enfant n'avait pas pris de bain. Je l'ai apostrophé sèchement. « Mais il est sale, vous n'avez pas honte ?» Je crois même avoir ajouté « Il n'y a plus d'eau dans le robinet ?» C'est ce qu'on disait d'habitude. Et là, elle aussi, d'un ton doux, tentant timidement de me convaincre, de se justifier, elle a dit « Monsieur le docteur, si vous saviez dans quelles conditions nous vivons. » Très bien, je note l'adresse, la rue, le numéro. Je vais vérifier ça. Je passerai chez elle. Je prouverai que la pauvreté n'est pas en cause, mais la paresse, le laisser aller. Elle peut laver son enfant, il suffit d'un peu de bonne volonté. J'y vais.
Aujourd'hui, il est plus facile pour un médecin de trouver une modeste chambre dans un immeuble auquel on y accède par la deuxième cour intérieure, au quatrième étage, en entrant par le troisième vestibule de l'aile gauche. Mais à l'époque, il n'y avait pas encore de plaque indiquant clairement le numéro des logements. Oh, il y en avait, mais dans les quartiers riches. Alors voilà, je m'approche d'un groupe d'enfants qui s'amusent dans la cour. Écoutez les enfants, où habite un tel ? Vous savez, le menuisier ou la couturière, le boulanger, la veuve, la femme du cordonnier, enfin bref. Le premier qui trouvera, qui me dira, qui m'y conduira, gagnera 10 grosses. Et ils m'y ont conduit. C'est ici. Il s'agissait d'une mansarde, je m'en souviens. Un plafond incliné, un modeste poêle froid, du givre sur les fenêtres, une petite timbale, une petite malle. Les enfants s'étaient blottis dans le lit. Maman est allée chez le voisin faire chauffer de l'eau. Ils ont du feu là-bas. De l'eau chaude pour le thé. Oh là là. Madame l'hygiéniste scolaire. C'est facile de multiplier les recommandations hâtives. Un col blanc, un tablier, en laine réglementaire, des sandales, une serviette de table, une autre de toilette, un short. Patience, ma petite dame, tout doux. Il arrive de trouver une manche déchirée, une ficelle là où l'on attendrait un ruban, une épingle à nourrice à la place d'un bouton. Cependant, observez la mère, ma chère. Bien sûr, certaines ont du rouge aux lèvres et les ongles vernis, mais plus souvent ce rouge est celui du sang qui inonde des joues d'ordinaire blême. Sans qu'on leur demande quoi que ce soit, ces mères-là disent « Je sais, pardon. » Pourquoi, pardon ? Je comprends. Je le devrais, je sais. Oh là là, oui. Elles ont sûrement chez elles du fil et une aiguille, si leurs gamins ne les ont pas perdus. Mais leurs pensées n'arrivent plus à suivre. Leurs mains engourdies refusent toute obéissance. Par où commencer ? Que faire en premier ? Je suis à bout de force. L'hygiène, l'ordre, l'esthétique, il faut les connaître. Mais il faut connaître aussi la toile. Oui, la toile, parce que la toile s'use à force d'être lavée, trempée, essorée, séchée. Ses fils pourrissent et s'affinent jusqu'à devenir finalement toile d'araignée. Voilà tout. Tu tentes, tant bien que mal, d'enfiler un maillot déformé à ton enfant, et là, crac, il se déchire en deux. Attention, dans le lit, quand tu as froid sous ta couverture et ton manteau, tu dois te retourner ou te rouler en boule délicatement si tu ne veux pas les accrocher du genou. La toile ne se détend pas, elle se désagrège. Or voilà que tu découvres un empiècement sur un tel maillot, telle robe. C'est surprenant. À quoi bon ? C'est un raccommodage patient, bénédictin, sacrificiel qui s'ajoute parfois à un autre empiècement. Et il n'y en a pas qu'un seul, mais plusieurs côte à côte. On remarque ces sous-vêtements et ces habits rapiécés, entiers et propres, même sur des garçons turbulents, pour éviter toute honte. C'est comme avec certaines maisons, certains taudis. Oui, ça s'est écrit dans les journaux. Il faut les raser, décrètent les commissions. Et vite encore. Les pauvres habitants, quant à eux, implorent. Ne nous les démolissez pas. Ne détruisez pas nos masures. Il n'y en a pas de meilleurs. Nous allons bien survivre jusqu'à l'été. Je me rappelle une autre mansarde. Là, les enfants n'étaient pas les seuls à être affaiblis. La mère était malade aussi. Eh oui, elle était alitée. Dehors, il faisait grand jour, et elle était clouée au lit. Elle raccommodait, sa main tremblait. Cette femme était livide, sa toux lui arrachait des larmes. Elle reprisait des bas de laine. Je lui ai dit qu'elle ne devrait pas coudre, qu'elle en aurait le temps plus tard lorsqu'elle serait rétablie. Elle ne voulait rien entendre. C'est dur pour un pauvre d'être intelligent. Il a du mal à comprendre, mais ça ne l'est pas moins pour celui qui se trouve face à une si grande précarité. Je l'avoue, terriblement gauche et ridicule, j'ai menti à cette femme. J'ai tenté de la réconforter. « Mais madame, vous avez de la fièvre, vous avez besoin de calme, vous toussez. Vous aurez le temps de faire ça plus tard. »« Non, monsieur le docteur, je n'aurai pas le temps. » Et elle sourit. « Je veux qu'à mon enterrement, et durant les quelques jours qui vont suivre, mes enfants aient des bas entiers, sans trous. »
On se sent alors mal à l'aise, hein, dans son foyer paisible, chaleureux, lumineux, quand l'on entend le tintement délicat des assiettes disposées sur une belle nappe blanche. Ah ah, tu as des remords, docteur, tu te fais des reproches, tu n'y peux rien, mais tu as honte quand tu sais que quelque part un enfant a faim. C'est difficile de dire ce que tu ressens. De temps en temps, il faut pourtant savoir le rappeler aux autres autant qu'à soi-même. L'aide hivernale, l'aide hivernale. Donne sans te plaindre de bon cœur, c'est important. Tu en as les moyens. Eh bien donne. C'est difficile, oui, je le sais. Un slotise, c'est beaucoup d'argent. Ça sert à payer le chauffage, l'éclairage de la chambre, le loyer, les semelles des chaussures, le savon, les allumettes, la dette au magasin, le pain, le sel, les besoins de l'enfant, le cahier. Et s'il faut des médicaments. Certains sont bons gestionnaires, ils savent ce qu'il faut payer en premier et combien. Un slotise, ah, une belle somme qui se fait rare l'hiver. Les enfants, priez pour qu'il tombe beaucoup de neige. Comme ça, papa s'en ira avec sa pelle et il gagnera de l'argent. Nous ne manquerons de rien. Que faire si l'hiver ferme l'atelier de travail saisonnier? Les journées sont courtes, le soleil est froid et les toux fréquentes. L'hiver a des exigences strictes. Il faut acheter, payer, oui, mais avec quoi? Nous donnons des conseils, nous débattons, nous décrétons. Eux, il faut s'en souvenir. Ils s'entraident, ils s'épaulent, oui, en se tiraillant, en se chamaillant, en se faisant des reproches. Ils donnent, prêtent, permettent à leurs voisins de venir chez eux faire bouillir de l'eau pour le thé. Ils surveillent le logis et les enfants à tour de rôle. Ils jettent un œil à ce qu'ils font. Ils rendent un service avec un clou, un cadenas, un marteau. Oh, mon homme ne travaille pas aujourd'hui. Une casserole, une cuillerée de sucre pour la femme qui vient d'accoucher. Les voisins s'arrangent entre eux. Aujourd'hui c'est mon tour, demain ce sera à toi. Ils ont un accord oral. Des querelles, de bruyants règlements de compte relatent les journaux. Quand il arrive que la police intervienne, que les services de secours se déplacent. Ah ah, oui, c'est plus facile d'être bon quand on ne vit pas dans le besoin. Qu'est-ce que tu fais là, le marmot, hein? Ferme la porte. Il ne manquait plus que toi ici. Essuie tes pieds. Qu'est-ce que tu veux, petit curieux? Tu viens nous espionner? Allez, viens, viens. Viens, tiens, mange, mange. Quand ta mère rentrera, elle t'en donnera plus. Mais pourquoi tu restes planté là? Viens, prends ça, et puis va t'asseoir près du feu. Voilà. Une assiette toute chaude de soupe maigre. Cela ne fait pas partie de l'aide hivernale, non. C'est en plus. Voilà. Voilà le résultat de nos réflexions et de nos remarques, celui de nos recherches de solutions, la création d'une aide aux chômeurs. Tu en as les moyens? Eh bien, donne. C'est difficile? Ah oui, je le sais, mais donne quand même. Et sans te plaindre, de bon cœur. C'est important. C'est une tentative et qui sait, l'annonce d'un temps bien lointain où il faut y croire, l'homme changera. Il aura plus de plaisir à partager qu'à amasser. Il ne saura pas faire autrement. Donne, donne patiemment, en attendant que l'homme partage ce qu'il possède avec joie. Tenez, je me rappelle encore une chambre avec une petite cuisine. Il y avait une sous-locataire. Bon, son mari, un vaurien, l'avait quittée. Leurs enfants dans tout ça. Ils ne payaient pas leur loyer, ils n'avaient pas d'argent. L'administrateur s'est fâché contre le locataire principal. Une bienfaitrice sur le compte des autres, hein? Grondait-il. Mais elle n'y pouvait rien. Elle n'allait tout de même pas les mettre à la porte, la femme et les enfants. Elle avait élevé son enfant, son fils travaillait. Le lit qui était dans la cuisine lui était réservé. Il gagnait sa vie, il méritait son confort. Quant à la famille du vaurien, elle dormait par terre sur une paillasse. Le bonarien avait tout vendu. Il fallait bien faire quelque chose. La femme était brave, contrairement à son mari. Les enfants, oh, ils étaient un souci.
Certaines personnes réussissent à tirer bénéfice de leurs sous-locataires, mais là, ce n'était pas le cas. Le vaurien finira peut-être par donner de ses nouvelles. Il reviendra, il s'en repentira. En attendant, la situation perdure bon an mal an. Et même si le mari de la locataire hurle, et le gérant aussi, ils ont raison. Mais comment arrive-t-on à manger quand ces enfants suivent les mouvements de votre cuillère, quand ces enfants vous observent le ventre creux? Pourquoi y a-t-il des choses que l'on oublie et d'autres que l'on n'oublie pas? C'était le feuilleton radiophonique du vieux docteur Kortchak, intitulé « L'aide hivernale », publié dans la revue Antenna le 28 janvier 1939. La semaine prochaine, dans l'émission L'enfant a des droits, nous découvrirons le feuilleton « Tu es triste ou en colère ?» À la semaine prochaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, l'enfant a des droits.